on va revisiter quelques-unes des prises de position de Manuel Valls au pouvoir. Regardez. Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses. Vous dites très clairement clairement, les choses ce et matin. très tranquillement. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit de regarder la réalité en face. Pour ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. J'assume cette loi travail, parce que cette loi agit dans l'intérêt supérieur des Français, pour ces salariés, ces ouvriers qui veulent avoir plus leur mot à dire sur les grandes décisions de leur entreprise. Et nous leur donnons la parole. La démocratie, ce n'est pas la rue. La démocratie, c'est le vote. La démocratie, c'est la démocratie sociale dans l'entreprise. Quand chacun peut dire son mot. Le burkini, cette appellation est issue du mot bikini et burqa. Et c'est pour moi un symbole d'asservissement de la femme. Il y a eu des arrêtés qui ont été pris par les maires, avalisés par les tribunaux administratifs. Le Conseil d'État va se prononcer sans doute aujourd'hui. Et l'application de ces arrêtés... Vous les soutenez, ces arrêtés? Oui. La place des femmes, la conquête de leur liberté, c'est le combat historique de la gauche. Et puisque vous parlez les uns et les autres, et vous le faites bien, vous parlez de Marianne. Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter. Le problème n'est pas d'organiser une primaire qui irait de Mélenchon à Macron. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il n'est pas là. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l'assumer. Moi, je ne peux pas gouverner avec ceux qui considèrent que François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy, ou que Manuel Valls, c'est pire que Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc toutes ces déclarations, ce sont des déclarations qui, qu'on le veuille ou non, ont clivé la gauche depuis 2012, quasiment On a 2013. intitulé ça un peu Manuel Valls le diviseur. Alors comment va-t-il rassembler maintenant, c'est ça, oui, c'est ça, c'est que en fait, c'est vraiment la question. Maintenant, depuis un mois, il nous dit qu'il veut rassembler. Ça a été même un moment son slogan, le premier slogan de campagne. Ça n'a pas duré longtemps, il l'a changé, mais en tout cas, c'était ça l'idée. Alors on nous dit Emmanuel Valls, il fait du Valls, c'est comme ça, voilà. Comment il peut rassembler après avoir tant clivé? Ce que vous appelez du clivage, c'est de la prise de position. Il a affirmé ce qu'il pensait sur un certain nombre de sujets. Les gauches irréconciliables, quand même. Non, mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur quelque part, il instrumentaliserait, si on vous écoute attentivement, les questions d'extrême droite, de terrorisme. Je pose la question de l'imaginaire qu'on propose aux électeurs. Comme quoi il serait focalisé sur ces questions-là. Mais je veux dire, quand on regarde ce qui s'est passé dans notre pays dans les 2 dernières années, comment ne pas l'être ? Focalisé sur la question de la lutte contre le terrorisme, focalisé sur le fait de faire barrage à l'extrême droite. Je veux dire, c'est quand même des sujets qui sont des sujets de préoccupation. L'extrême droite a monté électoralement pendant tout ce quinquennat. Non, mais il ne l'a pas fait reculer. Ce que je veux dire par là, question concrète. C'est qu'on ne peut pas quand même, accuser un responsable politique de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer dans notre pays de ce point de vue-là. Notre question, c'est de dire... On dit cette ligne-là va faire barrage au Front National. Le Front National, en 4 ans, n'a pas arrêté d'élection en élection de progresser. Et l'abstention des électeurs de gauche n'a pas cessé d'augmenter. Alors, sur la question de l'abstention, c'est pour ça aussi que le Front National monte. Si on aura l'occasion d'y revenir, mais sur cette question de l'abstention, il faut quand même peut-être être vigilant sur un aspect, c'est que là, on a observé des élections qui sont des élections intermédiaires depuis la dernière élection présidentielle. On sait qu'on connaît une intermittence du vote, c'est-à-dire que les taux de participation ne sont pas les mêmes selon qu'on a affaire à une élection présidentielle qu'à une élection européenne, que les éléments de polarisation dans le casting qui est proposé est fondamental sur la mobilisation des électeurs et qu'au passage, quand on regarde ce qui s'est passé dans un certain nombre de municipalités au mois de décembre, on a vu quand même un afflux d'inscriptions sur les
les listes électorales. Donc moi, je ne suis pas convaincue, qu'il faut aujourd'hui d'avance dire qu'il n'y aura pas une forte participation à cette élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de tous les débats démocratiques qui ont animé les partis républicains. D'ailleurs, la primaire de la droite en est, je crois, aussi un exemple. Donc, sur l'abstention, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire là qu'aujourd'hui, le gouvernement est d'avance responsable d'une possible abstention à venir. Justement, parce que sur les quartiers populaires, vous pensez que c'est le cas? Par exemple, quand vous présidiez SOS Racisme, Manuel Valls était ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, c'est dans ces années-là qu'il a dit qu'il était contre le droit de vote des étrangers, contre le récépissé pour les contrôles aux faciès. C'est à ce moment-là où il fait ses déclarations sur les Roms qui n'ont pas vocation à s'intégrer. Et d'ailleurs, je crois que comme d'autres, vous avez quand même un peu tiqué à l'époque. Oui. Donc voilà, la promesse de ce quinquennat, c'était aussi la jeunesse. Et par exemple, récemment, quand le jeune Adama Traoré meurt dans un commissariat... gendarmerie. Dans une gendarmerie, le Parti Socialiste ne dit rien, Manuel Valls, Premier ministre, ne dit rien du tout. On n'entend rien. Donc du coup, est-ce que le risque n'est pas juste qu'en fait, pendant ce quinquennat, alors qu'ils avaient l'électorat populaire, les quartiers populaires, notamment des grandes villes, avaient beaucoup voté en 2012, qu'ils ne soient tout simplement plus là, ou que ça fasse bien longtemps qu'ils soient déjà repartis ou passés à autre chose, et qu'à cette élection, ils ne seront pas présents. Est-ce qu'on va avoir, je pense, un problème de mobilisation dans les quartiers populaires? Je ne vais pas mentir. La réponse est oui. En l'occurrence, il va falloir renouer dans la discussion démocratique avec des populations qui sont parfois dubitatives sur ce qui a pu se passer dans les dernières années. Mais est-ce que Manuel Valls n'a pas contribué à accroître Vous citiez un certain nombre de mesures. Ce qu'on ne peut pas enlever à Manuel Valls, c'est quand même d'avoir dénoncé une réalité de la situation. Alors, on l'a accusé d'avoir utilisé le mot d'apartheid, mais la réalité... Apartheid social, territorial, ethnique après les attentats. Et la grosse critique qui a été faite, c'est de dire qu'en fait, il ne fait que décrire une situation, mais quand il dit ça, mais qu'il ne donne pas de solution pour la y compris sur le terme utilisé à ce moment-là. La réalité, c'est que lorsqu'il parle de ça, il parle d'un phénomène que d'ailleurs des associations ont bien dénoncé au fil du temps, qui sont le phénomène de ghettoisation, et que de ségrégation, de ghettoisation, et qu'on ne peut pas dire que Manuel Valls ne s'est pas engagé dans un certain nombre de dispositifs pour tenter de mettre en œuvre des dynamiques qui visaient au désenclavement, parce que si on ne commence pas par le désenclavement, de toute façon, on ne va pas pouvoir aller sur le reste, y compris sur les questions de l'emploi. Mais avec Manuel Valls, c'était toujours comme s'il y avait une forme de dissociation d'une personne qui décrit, à la fois, y compris quand il était Premier ministre, qui décrit des états de fait, décrit la réalité de la société. En effet, l'apartheid ou la ségrégation, ce sont des réalités. La ségrégation, c'est une réalité aujourd'hui en France, d'ailleurs souvent niée par les pouvoirs publics notamment. Donc il décrit à la fois la réalité et en même temps, il est en position d'agir à ce moment-là. On n'a pas vu de mesures au-delà de la description de ce phénomène. Écoutez, il y a quand même des mesures qui ont été prises sur le plan du logement, par exemple, sur le plan de l'accès au transport, sur la question de la mobilisation, notamment à travers la loi égalité et citoyenneté. Enfin, je ne crois pas que Manuel Valls, y compris, vous allez me dire, oui, mais ça, on l'entend sans cesse, mais c'est une réalité, en tant qu'ancien maire d'Évry, ne soit pas quelqu'un qui soit, conscient des enjeux et ne soit pas la personne en capacité d'apporter des réponses et des solutions. Je crois qu'il y a une conscience de ce qui se passe sur le terrain et sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a vu les choses parce qu'il les a vécues. Il les a vécues avec ses concitoyens, il les a vécues sur le terrain et il a eu à faire face à tout cela. Donc je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui croire que Manuel Valls soit le représentant de l'esquive des responsabilités sur le traitement des inégalités des quartiers populaires. Olivier Dussopt, vous êtes maire et vous êtes député. Sur ce côté, Manuel Valls écrive. Prenons un autre épisode qui concerne à la fois la jeunesse, ça s'est vu dans la brutalité du maintien de l'ordre, et qui concerne le peuple travailleur. Le travail, vous l'avez dit à propos de votre propre famille, quand sa seule richesse, c'est ce dont on vit. Et donc, une loi qui symbolise ce mot « travail », elle doit être faite en concertation, elle doit être faite à l'écoute du pays, et on ne peut pas venir 6 mois après dire « je rassemble », après avoir été... en plus dans un contexte qui était déjà blessé, la déchéance de nationalité, qui a beaucoup choqué vos propres électeurs, vous l'avez forcément entendu, même le président de la République le reconnaît aujourd'hui. Et donc, prenons cet exemple tout simple, la loi travail. La façon, je ne parle pas du contenu, la façon dont ça a été fait, la façon dont ça a été imposé, c'est une image de brutalité. C'est derrière le mot cliver, c'est le mot aussi d'une pédagogie politique
qui ne cherche pas à écouter, qui ne cherche pas à discuter, qui ne cherche pas à rassembler. Et ma question est toute simple, pour ne pas revenir en permanence en arrière, c'est est-ce que ce n'est pas votre plus gros handicap aujourd'hui, en tant que soutien de ce candidat-là? C'est pour la gauche, elle ne gagne que si elle rassemble. Deux choses d'abord. Je pense que c'est un peu compliqué en termes de transition de passer des propos de Manuel Valls sur l'apartheid social, territorial. Il y avait la loi travail tout à l'heure. Ouais. Mais c'est de ces mots-là dont on parlait qui, pour moi, sont importants parce que je pensais notamment aux travaux qu'a réalisé Bourdieu, qui disait que le choix des mots et la capacité à utiliser les bons mots pour décrire une réalité était déjà un acte politique. Et dresser le constat, comme le disait Mathieu Magnonex tout à l'heure, est déjà un premier acte politique qui appelle des réponses. Et sur la question de la jeunesse, et je viendrai... Donc vous voulez dire Valls faisait du Bourdieu? Valls faisait du Bourdieu dans le sens où il mettait des mots justes sur une situation qui était vécue par celles et ceux qui en étaient les premières victimes. Et peut-être que ça peut choquer d'entendre parler d'apartheid territorial, mais celles et ceux qui le vivent parce qu'ils sentent que leur quartier, et c'est valable dans les quartiers, comme dans les zones rurales fragiles, comme dans les zones périurbaines fragiles, n'est pas pris en compte et décroche, ils vivent l'apartheid comme des victimes de cet apartheid, de cette ségrégation territoriale, et ils sont souvent moins choqués que nous lorsqu'ils entendent les mots qui sont utilisés pour décrire leur propre réalité. Il y a des choses qui ont été faites, notamment en matière d'autonomie. Cindy a évoqué un certain nombre d'éléments. On pourrait parler de ce qui a été fait en matière d'éducation. On pourrait parler de ce qui a été fait en termes d'élargissement du RSA activité aux 18-25 ans et des propositions sur le revenu d'autonomie qu'il porte aujourd'hui dans le cadre du projet de revenu décent. Et pour en venir à votre question sur la loi travail et sur la manière dont elle a été adoptée, puisque vous avez dit que vous étiez sur la forme et les modalités d'examen, plus que sur le fond, c'est la question du 49.3. Oui, c'est une brutalité. Et lui-même dit que le 49.3 peut causer une forme de malaise et de brutalité vis-à-vis des parlementaires. Il dit aussi, et je pense qu'on ne peut pas reprocher à Manuel Valls d'être dans une position rigide ou dure comme ça lui est parfois reproché, et en même temps lui faire le reproche d'évoluer sur un certain nombre de sujets. Il dit que conscient du malaise que ça peut créer, il propose des réformes. Pas simplement la suppression du 49.3, mais une réforme institutionnelle, une nouvelle manière de faire travailler l'Assemblée, d'élaborer la loi, et il dit, dans ce cadre-là, nous pourrons supprimer cet outil qu'est le 49.3 est réservé aux seuls textes budgétaires, qui ont une particularité quand même, c'est que ce sont les seuls qui doivent être adoptés avant une date précise pour que la nation et la sécurité sociale aient un budget à partir du 1er janvier. Donc, tirons les leçons de tout cela, ne minimisons pas les impacts, les traces, parfois les blessures que cela a pu causer ici ou là. Sur ce sujet-là, comme sur celui de la déchéance, et vous avez rappelé à juste titre que le président de la République lui-même en avait tiré des conséquences et des conclusions qui sont partagées par tous, et en particulier par Manuel Valls. Tirons ces conséquences-là et mettons plutôt à profit la période qui s'ouvre pour justement mettre en œuvre ce changement, cette nouvelle façon de travailler. Le parlementaire que je suis en sera ravi pour avancer vers un modèle institutionnel qui fasse que le Parlement soit plus souverain et que les pouvoirs soient mieux répartis entre l'exécutif et le législatif. Une dernière question sur cette séquence avant qu'on passe. On a beaucoup de questions et c'est une question que vous avez un peu tout à l'heure anticipée, mais qui est intéressante. Valls a eu une phrase surprenante en présentant son projet avant-hier, hier, je ne me rappelle plus. Vous avez vraiment le regard dans le rétroviseur, a-t-il dit aux journalistes qui lui posaient des questions sur des engagements, des positions passées. Je ne participerai pas à ce petit jeu, a-t-il dit aux journalistes. Très bien. Il ne veut donc pas trop qu'on lui rappelle son passé. Il a dit, moi, ce qui compte, ce sont les actes. Et ce qui compte, c'est ce que j'ai fait depuis 2012. Donc, il ne veut pas qu'on lui rappelle qu'il voulait déverrouiller les 35 heures, toucher à l'ISF, renommer le PS. Il dit maintenant qu'il est pour ouvrir un débat, par exemple, sujet qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez beaucoup combattu, Olivier Dussopt, ouvrir un débat sur la procréation médicale assistée pour les couples de femmes, alors qu'il l'avait enterré en 2014, sitôt nommé Premier ministre, en direct du Vatican, quand même, il faut le faire. Donc, si on juge aux actes, les actes ont parlé aussi d'une certaine façon. Donc, on a l'impression, je reviens à ma question de tout à l'heure, c'est-à-dire on a l'impression que on est un peu dans la mode, c'est l'air de parler de la post-vérité. Aujourd'hui, on a l'impression que Manuel Valls, en fait, souvent, on peut dire un peu tout et son contraire, ça n'a pas trop d'importance quand même. Regardez les actes. Sur la question des 35 heures, est-ce qu'il a modifié le temps de travail? Non. Sur la question de la fiscalité, est-ce qu'il a supprimé l'ISF? Non, il l'a maintenu. Il a créé une tranche d'imposition supplémentaire pour les revenus les plus élevés. Et il a, à la suite de Jean-Marc Ayrault, aligné la fiscalité des revenus du capital sur les revenus du travail, ce qui en soi est déjà une belle réforme fiscale et une réforme de justice. Il y a des questions, notamment sur les questions de société, que vous avez évoquées. La question de l'ouverture du débat sur la PMA pour les couples de femmes. À titre personnel, je suis même favorable à ce qu'on puisse l'ouvrir à toutes les femmes, quelle que soit leur situation, en couple ou non. Et il dit dans son projet qu'un président de la République qui préside, qui exerce
cette fonction importante dans la Ve République, doit assumer ces débats-là et doit ouvrir ces débats-là et les affronter sereinement. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, il y a des avancées, parce que sur les questions de société, pour y revenir en une minute, vous soulignez à l'instant, et moi aussi d'ailleurs dans ma réponse, que l'ouverture de la PMA ne s'est pas faite et que nous le regrettons. Et l'ouverture du mariage s'est faite. La possibilité de l'adoption s'est faite aussi. Et c'est ce gouvernement qui aura permis cette avancée, qui est quand même une avancée fondamentale. Donc capitalisons tout ce qui a été fait et surtout concentrons-nous sur le quinquennat qui vient et sur les propositions qui sont portées.